Docteur Babo Amadou Ba est notre invité dans les entretiens de l'APS. Monsieur Ba est le directeur général du Fonds de financement de la formation professionnelle et technique, 3FPT. Monsieur Ba, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup pour l'invitation. Vous avez été nommé il y a quelques mois. Quel bilan est-ce que vous en tirez? J'ai été nommé le 15 mai 2024. J'ai fait ma passation de service le 5 juin 2024. Mais avant de faire le bilan, j'aimerais un peu revenir sur l'importance de la formation professionnelle et technique. Donc, contrairement aux autres, c'est-à-dire l'enseignement général et l'enseignement supérieur, la formation professionnelle propose des programmes qui sont pratiques, techniques et directement utilisables au niveau des entreprises. Et la formation professionnelle a un double objectif. Tout d'abord, donner les compétences aux jeunes pour accéder au marché de l'emploi. Au même moment, fournir une main-d'œuvre qualifiée pour les entreprises. Donc, depuis ma prise de fonction, comme je l'ai dit tout à l'heure, le 5 juin 2024, donc nous avons travaillé intensément pour renforcer l'impact du 3FPT dans le cadre de financement de la formation professionnelle et technique. Donc, plusieurs actions ont été effectuées depuis lors. Je vais seulement en citer 4. Tout d'abord, l'accessibilité à la formation. Ainsi, nous avons élargi notre couverture dans le cadre du financement aux jeunes, au personnel des entreprises, mais surtout dans des secteurs clés tels que l'artisanat, le tourisme ainsi que le numérique. Ensuite, nous avons renforcé nos partenariats stratégiques. Donc, depuis mon arrivée, j'ai multiplié les renforcements de capacités en misant sur les partenaires et sur les institutions sur le plan national et international. Donc, ainsi, sur le plan national, nous avons signé des conventions avec des structures comme l'ADER, comme la PDA, comme l'APIX, ainsi que d'autres. Ensuite, nous avons renforcé les partenaires avec les partenaires techniques et financiers. Et là, on peut citer la Banque mondiale dans le cadre du projet Espoir Jeune. On peut citer l'ICHUDEV dans le cadre des JOJ. Nous pouvons citer 19M et le fonds Equifrance dans le cadre du projet LOHO. Ensuite, dernier partenaire aussi, c'est avec le privé, parce que moi je pense que le meilleur indicateur de performance qu'on peut donner actuellement, c'est l'insertion des jeunes. Et tout le monde sait que c'est le secteur privé qui recrute à autour de 90,2% si on se réfère aux statistiques données par l'ASD. L'autre élément, c'est par rapport à l'innovation dans le cadre de la formation. Dès mon arrivée, j'ai fait des tournées sur le plan national, dans les 5 zones. La zone nord, centre, sud et la zone est. Maintenant, au niveau de la zone est, composée de Tambacounda et de Kédougou, nous avons réussi à accélérer l'écriture des programmes, car le financement s'effectue en fonction des spécificités de la zone. Ainsi, à Tamba, avec les lycées techniques, nous avons renforcé l'écriture de programmes sur un BT en explorateur minier et 4 CPS. CPS, ce sont les certificats professionnels de spécialisation. Ce sont des formations de courte durée, entre 3 à 6 mois. Donc ainsi, nous avons développé 4 CPS. Le premier CPS, c'était un opérateur de drone. Deuxième CPS, opérateur foreuse. Troisième CPS, opérateur engin minier. Et quatrième CPS, opérateur minier. Donc ça permet de financer en fonction de la spécificité de la zone. Bon, et enfin, maintenant, le dernier élément sur lequel nous avons beaucoup misé, c'est la construction de notre siège. C'est vrai que ça fait 10 ans que 3FPT est créé. Donc, le 12 décembre, nous avons posé la pose de la première pierre de notre siège au niveau de Diamniadio pour encore marquer l'impact et l'importance de la formation professionnelle et technique au Sénégal. Donc, le bilan reste perfectible quand même, parce que nous avons d'autres ambitions pour le fonds de financement de la formation professionnelle technique, mais nous avançons avec détermination pour toujours marquer l'importance du fonds de financement de la formation professionnelle sur le renforcement de capacités et pour lutter contre le chômage des jeunes. D'accord. Vous avez parlé des innovations que vous avez apportées au sein de cette structure. Maintenant, il y a des activités d'accréditation et de labellisation. En quoi ça consiste? Oui, avant même de parler des activités d'accréditation et de labellisation, il me semble que les innovations, je l'ai un peu brossé. Permettez-moi de venir sur les innovations. Donc, au niveau des innovations, moi, j'en ai ciblé au moins 4. D'abord, c'est la digitalisation.
complète des services. Donc l'idée consiste à mettre en place une plateforme numérique intégrée pour faciliter l'accès au financement, pour centraliser les candidatures et permettre en même temps de suivre l'ensemble des bourses qu'on a accordées, que ce soit pour les jeunes, que ce soit pour les entreprises, dans le cadre des renforcements de capacité. La deuxième innovation, c'est le renforcement des partenaires publics-privés, surtout au niveau des entreprises. Aujourd'hui, nous avons mis l'accent sur les PFI, projets de formation insertion. Donc, ce sont des contrats tripartites entre le Fonds de financement de la formation professionnelle et technique, une entreprise de la place, un centre de formation ou bien un organisme de formation. L'idée, c'est l'entreprise qui exprime le besoin en personnel qualifié. Le 3FPT va financer 100% de la formation. À l'issue de la formation, les jeunes doivent être recrutés au niveau des entreprises. Donc, c'est le meilleur moyen pour intégrer les jeunes. Et l'autre élément, c'est le financement. Comme vous le savez, le Fonds de financement de la formation a comme ressource principale la CFCE. C'est la contribution forfaitaire à la charge des employeurs. Donc, c'est 3% sur le salaire brut fiscal qui est collecté. Maintenant, l'idée, c'est d'élargir. C'est vrai que nous travaillons avec les partenaires techniques et financiers, mais comme innovation, on aimerait mettre l'accent sur le fundraising qui consiste à imaginer, depuis 2016-2023, nous avons financé la formation de 394 992 personnes. Quand on peut faire une levée de fonds, on demande à 1000 francs à tout un chacun, ça nous fait au bas mot 395 000. Et l'autre élément d'innovation dans le cadre du financement, c'est la prise de participation. Donc voilà au moins les innovations sur lesquelles nous voulons accentuer. Maintenant, si on revient à votre question, par rapport à l'accréditation et la labellisation, là, ça permet de revenir en disant que nous, on ne forme pas. Nous finançons la formation. Financer la formation, c'est parce qu'on s'appuie sur des organismes de formation ou bien sur des établissements publics qui sont reconnus par le ministère de la formation professionnelle et technique. Puisque la qualité est au cœur des préoccupations, l'idée consiste à renforcer la capacité, à donner de la compétence, tel que décrit dans l'agenda national de transformation. Dans l'axe 3, on parle de capital humain de qualité et équité sociale. Donc je répète, capital humain de qualité. Et lorsqu'on parle de capital humain de qualité, c'est gagner la bataille de la qualification et de l'employabilité des jeunes. Et souvent, lorsqu'on définit la notion d'employabilité, c'est la capacité d'une personne à décrocher, à progresser, à décrocher, à maintenir, à progresser dans un emploi grâce à ses compétences, grâce à ses connaissances et grâce à son attitude. Maintenant, pour cela, on parle de compétences techniques, on parle souvent de compétences dites soft skills et les compétences numériques. Pour cela, il faut obligatoirement, nécessairement, une formation de qualité. Raison pour laquelle le choix des gens avec qui nous travaillons, on met du sérieux, on met l'accent sur la qualité. Donc ainsi, pour l'ensemble des centres de formation et les lycées qui sont reconnus par le ministère de la formation professionnelle, il faut qu'ils soient labellisés. La labellisation consiste à respecter les normes en termes d'équipement, les normes en termes d'infrastructure et les normes en termes d'enseignants de qualité. Et là aussi, on a poussé beaucoup plus loin la labellisation avec 3 niveaux. Le niveau Ndanan, le niveau Djambar et le niveau Tchapacholi. Donc chaque niveau va vous permettre d'accéder aux 3 fêtes en fonction des bourses. Maintenant, parallèlement, nous travaillons avec d'autres structures, on appelle les organes de formation. Il y a des cabinets qui sont spécialisés dans la formation continue. Maintenant, pour ces cabinets-là, on va mettre l'accent sur l'accréditation. Donc tout ceci pour montrer à quel point la qualité joue un rôle central au niveau du fonds de financement de la formation. On ne s'est pas arrêté à ce niveau, parce que nous-mêmes, nous sommes lancés dans un système de management de la qualité pour que le guichet d'assurance qualité soit certifié ISO 9001 version 2015. Donc juste pour montrer le financement qu'on fait, on le fait sur la base de la qualité. Le fonds entretient des partenariats avec plusieurs autres structures. À quoi ça servent ces partenariats pour le 3FPT et combien y en a-t-il? Oui, actuellement, on a beaucoup de conventions de partenariat et qui ont souvent pour objectif de renforcer l'image et les actions que nous menons à travers le Sénégal. Ensuite, accroître les opportunités de financement. Parce que, je vous l'ai dit, la demande est tellement forte. Récemment, avec les BFI que nous avons lancés,
on a enrôlé près de 46 000 demandeurs de formation. Pour cela, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, on a la CFC, mais aussi on a besoin d'autres partenaires dans le cadre du financement de la formation. On l'a divisé en 3 groupes. Les premiers partenaires, ce sont les institutions publiques avec lesquelles nous travaillons. On a d'abord notre tutelle technique, le ministère de la formation professionnelle et technique, la tutelle financière, mais plus d'autres structures de l'État avec lesquelles nous travaillons dans le cadre d'une approche systémique que je vais développer à la fin. Donc, nous avons DER, SAPCO, ACPEX, APDA. Deuxième, ce sont les partenaires techniques et financiers. Parce que c'est important, il faut rappeler la création du fonds de financement de la formation professionnelle. Il y avait la Banque mondiale, il y avait l'AFD, il y avait aussi le secteur privé. Donc là aussi, on est obligé d'être en relation avec eux. Ensuite, nous avons les organisations professionnelles, les chambres de métiers, les chambres de commerce, plus maintenant le patronat, on peut citer CNES, on peut citer CNP, même aussi les syndicats. Enfin, maintenant, nous avons les entreprises privées. Pourquoi les entreprises privées? Parce que tout simplement, nous, quand un jeune est formé, lorsque nous finançons la formation d'un jeune, à l'issue de la formation, le jeune il a 2 options. Soit il va aller vers l'auto-emploi, l'entrepreneuriat, ou bien il va aller vers l'emploi salarié. Et lorsqu'on dit l'emploi salarié, à ce niveau, on a besoin du secteur privé. Ce sont les entreprises, ce sont les PMI et les PME. Et l'ANSD nous a montré que nous avons à peu près 407 PMI et les PME. Et ce même ASD nous a montré que c'est le privé qui crée de l'emploi autour de 90,2%. Donc à ce niveau, on est obligé d'avoir comme partenaire, c'est le secteur privé. Et de manière globale, ça fait plus de 50 partenaires, je ne saurais les citer, mais il y en a beaucoup. Et c'est l'écosystème de la formation professionnelle et technique qui l'exige et qui est comme ça. Quelle contribution peut-on attendre de votre fonds concernant la territorialisation des politiques publiques, comme de la forte décentralisation de la formation professionnelle au cours des dernières années? Le 3FPT contribue largement à la territorialisation. Raison pour laquelle, dans le cadre de notre PSD, le plan stratégique de développement, nous l'avons orienté autour de 3 axes. L'approche systémique, l'approche territoriale et l'approche macroéconomique. L'approche territoriale consiste de manière simplifiante à ce que 3FPT soit implanté partout au Sénégal. Donc nous, on a 5 pôles. Dans le pôle ouest, de Dakar et de Thiès, le siège est à Dakar, maintenant on a un pôle à Pikine. Dans le pôle centre qui regroupe Diourbel, Fatick, Kaolack et Kaffrine, le pôle du 3FPT est installé au niveau de Diourbel. Dans le pôle sud qui compose Ziguinchor, Sédhiou et Kolda, le pôle du 3FPT est installé au niveau de Ziguinchor. Dans le pôle est, Tambacounda et Kédougou, le pôle est à Tambacounda. Et le pôle nord qui regroupe les régions de Louga, Saint-Louis et Matam, donc le pôle est installé au niveau de Saint-Louis. Donc pour montrer que cet aspect territorial a toujours été utilisé. Cependant, le lundi 14 octobre 2024, avec le lancement de l'agenda national de transformation Vision Sénégal 2050, nous avons constaté qu'il y avait 4 axes. Bonne gouvernance, aménagement, développement durable, capital humain de qualité et équité sociale, ainsi que l'économie compétitive. Mais dans l'axe 2, aménagement et développement durable, il était question. Le sous-bassement, c'est de démocratiser les dépenses. Donc c'est ainsi que nous avons divisé le Sénégal en 8 pôles. 8 pôles, pourquoi? Parce qu'on avait constaté qu'il y avait cette macrocéphalie de Dakar. Dakar qui représente 0,3% de la superficie, regroupé 23% de la population. C'est-à-dire qu'il y a 4 200 000 personnes qui sont regroupées actuellement à Dakar, qui ne représentent même pas 1%, 0,3%. Et c'est ce même Dakar qui réalise 46% du PIB. C'est ainsi qu'on a développé le pôle de Dakar, le pôle de Thiès. Ensuite, il y a le pôle de Louga-Diourbel. Il y a le pôle central, qui regroupe les 3. Il y a Fatick, Kaolack et Kaffrine. Le pôle sud, toujours les 3 comme 3FPT. Ziguinchor, Sédhiou et Kolda. Le pôle sud-est avec Tamba et Kédougou. Le pôle nord-est uniquement avec Matam. Et le pôle nord avec... pour montrer que le 3FPT s'était déjà déployé. Maintenant, nous, concrètement, qu'est-ce qu'on va contribuer? Même chose que l'aménagement du territoire. Chaque pôle a sa spécificité.
en fonction de chaque pôle, nous allons financer la formation en fonction des réalités. Tout à l'heure, je vous ai parlé des CPS et des BT qu'on a développés au niveau du pôle S, tout ce qui est opérateur minier, opérateur danger, etc. Donc ça, ce sont les spécificités de la zone où les mines sont tellement développées. L'autre élément aussi dans le cadre de la territorialisation, souvent dans l'approche territoriale, on parle d'équité territoriale et d'inclusion sociale. Inclusion sociale parce qu'il y a dans certaines régions du Sénégal, les jeunes accèdent difficilement à la formation. Nous, lorsque nous lançons nos BFI, ce sont les bons de formation initiale longue période. La répartition se fait en fonction des 46 départements, sur le poids démographique de la population entre 15 et 40 ans, en fonction de l'approche sectorielle. Donc juste pour montrer à quel point c'est important d'être partout au Sénégal pour que les gens ne puissent pas considérer uniquement que tout se passe au niveau de Dakar. Donc le Sénégal ne va pas se limiter au niveau de Dakar. C'est ce que l'agenda national de transformation cherche à rectifier. Et 3FPT aussi a un rôle central à jouer dans cette approche territoriale que nous avons mis dans notre PSD. Vous intervenez également, monsieur le directeur, dans le secteur de l'artisanat? Oui, nous intervenons dans le secteur de l'artisanat. Là aussi, vous me permettez un peu de revenir encore sur l'agenda national de transformation. Donc, lorsqu'on se réfère sur l'agenda national de transformation, l'axe 4 parle d'économie compétitive. Et en matière d'économie compétitive, l'agenda a cité le secteur industriel avec trois secteurs. L'industrie extractive, l'industrie agroalimentaire et l'industrie manufacturière. Ensuite, on a cité le service. Et dans les services, ils ont cité le numérique, l'artisanat couplé avec le tourisme, ainsi que ICC. Donc l'artisanat est au cœur de la vision Sénégal 2050. Mieux encore, lors du Conseil des ministres du 6 novembre 2024, le président de la République a demandé aux 3FPT d'accentuer ses interventions dans le domaine de l'artisanat et dans le domaine du tourisme. Donc nous intervenons dans le domaine de l'artisanat de deux manières. D'abord, il y a un partenariat entre 3FPT, la maison 19M de Chanel ainsi que l'ambassade de France dans un projet qu'on appelle LOHO. Donc l'OHO, c'est un projet qui consiste à valoriser le métier d'art sénégalais à travers la formation professionnelle et technique. À ce niveau-là, on a dans un premier temps ciblé trois secteurs: couture, tissage, broderie et poterie. Et là, nous accompagnons les jeunes à travers ce projet. Mieux, récemment, nous avons signé une convention de partenariat avec APDA, donc pour accompagner davantage le secteur du tourisme. Pourquoi? Parce que c'est obligatoire. Quand on regarde la structure économique du Sénégal, on a un secteur qui est informel, à autour de 96,4%. L'activité économique du Sénégal, 96,4% informel. Et quand on dit informel, c'est les gens qui sont dans le métier de l'artisanat. Donc c'était une obligation pour nous de les accompagner. Récemment, à travers les BFI, on a accordé des bourses à 700 jeunes dans le cadre des BFI. Dans le cadre du projet LOHO, nous allons accompagner 1200. Ensuite, on a fait des masterclass en tissage, des masterclass en broderie, pour renforcer ça aussi les formateurs. Donc pour montrer que si on développe ce pays-là, on est obligé de le faire. Parce que lorsque je parlais des 96,4%, lorsqu'on est dans le secteur informel, on exerce un métier sans le certifier. Donc si un métier n'est pas certifié, souvent la fabrication ne respecte pas certaines normes. Ensuite, la qualité laisse à désirer. Maintenant, avec les CPS, si on arrive, CPS, c'est certificat professionnel de spécialisation dans chaque domaine. Si on arrivait à certifier les gens qui y travaillent, vous allez voir que la production va commencer à respecter certaines normes. La qualité maintenant sera au rendez-vous et le secteur va se développer. Donc l'intervention du 3FPT au niveau de ce secteur-là, c'est une obligation pour nous. Quel rôle joue le 3FPT dans la démarche des pouvoirs publics visant à assurer une adéquation de la formation professionnelle avec l'emploi? Oui, si vous le constatez, hein, le vendredi 5 avril 2025, lorsque Ousmane Sonko a été nommé
Premier ministre, le gouvernement a identifié 5 priorités. Et la première priorité, c'était entièrement par rapport à la jeunesse. Il était dit formation, entrepreneur, emploi de jeunes et de femmes. La deuxième priorité tournait autour du lutte contre le coût de la vie chère et l'augmentation du pouvoir d'achat. Donc ensuite, troisième, on a parlé de la justice, l'état de droit. Quatrième, on a parlé de souveraineté alimentaire. Et cinquième, on a parlé de tout ce qui est sociétal. Donc le gouvernement, c'est l'importance qu'il faut faire par rapport à l'emploi des jeunes. D'autant plus qu'on a des chiffres qui font peur, mais quand même, nous, c'est un défi pour nous. L'ANSD nous a montré que 75% de la population a moins de 35 ans, ce qui fait en valeur absolue 13 500 000, dont la moitié, les 50,2% ont moins de 19 ans, ce qui fait 9 millions. Il fallait maintenant mettre l'accent sur cette jeunesse-là. En faisant une analyse SWOT, on comprend nettement que si l'État est conscient, et je peux vous assurer que l'État est conscient par rapport à ça, l'État mettra les moyens qu'il faut en jouant son rôle de catalyseur pour que cette jeunesse-là soit actuellement une force. Et puisqu'on parle de Vision Sénégal 2050, d'ici 2050, cette jeunesse va nous permettre de saisir toutes les opportunités et de faire face aux menaces. Maintenant, quel rôle le 3FPT va jouer? Le rôle principal, c'est dans notre PSE, l'approche systémique. L'approche systémique dans la mesure, pour régler le problème d'emploi des jeunes, il faut obligatoirement une combinaison cohérente, harmonieuse de plusieurs actions. Il y va de tout ce qui est profilage, orientation. Ensuite, il y a la formation, il y a l'artisanat, l'apprentissage, la formalisation, l'entrepreneuriat, l'incubation jusqu'à l'insertion des jeunes. Mais à ce niveau, il n'y a pas une seule structure qui peut le faire. L'idée, c'est de fédérer nos jeunes afin de créer des synergies de groupe et créer un parcours pour ces jeunes-là. Le travail, nous l'avons déjà entamé. Et ça nous a permis de diviser les jeunes en 3 groupes par rapport à l'emploi. Le premier groupe, ce sont les sans qualification, sans projet. Des jeunes qui n'ont pas de formation technique et qui n'ont pas de projet entrepreneurial. Le deuxième groupe, ce sont les jeunes qui sont qualifiés mais qui n'ont pas de projet. Et le troisième groupe, ce sont les porteurs de projets. Maintenant, ainsi, on va créer un parcours à tous ces jeunes-là. Donc, de manière simplissante, sans qualification, sans projet, tu auras besoin de formation. Celui qui a une qualification sans projet, il peut aller vers l'emploi salarié. Et celui qui a un projet, il peut aller vers l'entrepreneuriat. L'approche systémique nous a permis de distinguer 5 composantes. La première composante, c'est ce qui est profilage, orientation. Donc, il faut qu'on puisse savoir ce que les jeunes ont besoin. La deuxième composante, c'est la formation. Parce qu'on a dit, gagner la bataille de la qualification et de l'employabilité. Il faut des connaissances, des compétences et des attitudes pour décrocher, garder, évoluer dans un emploi. Et là, dans cette deuxième composante, c'est le fonds de financement qui porte le lead. La troisième composante, c'est l'accompagnement. Et l'accompagnement se fait à 3 niveaux. L'accompagnement vers l'emploi salarié. Et là, on est obligé de travailler avec le privé parce que c'est le privé qui est de l'emploi. La deuxième sous-composante, c'est l'accompagnement vers l'auto-emploi, donc l'entrepreneuriat. C'est là où des sociétés comme l'ADR, comme FONGIP vont intervenir. Et troisième composante, c'est l'attractivité sur le plan macroéconomique. Parce qu'on dit toujours, oui, nous voulons que le secteur privé recrute ces jeunes-là. Mais les entreprises, les PME et les PME qui sont dans le secteur privé, elles ont tous besoin d'évoluer dans un environnement macroéconomique pour se développer. Donc d'où l'importance de l'attractivité macroéconomique. Quatrième composante, c'est le financement. Donc souvent, et cinquième composante, c'est le pilotage. Donc il faut nécessairement cette combinaison de manière harmonieuse de toutes les structures de l'État là pour régler le problème de l'emploi. Mais en amont, il faut adapter l'offre à la demande, d'où l'importance dans ce programme d'accompagnement. 48% du budget va au niveau de la formation pour mettre l'accent sur surtout la notion d'employabilité que les gens ont tendance à utiliser. Je peux me permettre que la répétition est pédagogique. Lorsqu'on parle d'employabilité, c'est la capacité d'une personne à décrocher un boulot
à garder et à progresser dans un emploi. Grâce à quoi? À ses connaissances, ses compétences et ses aptitudes. Et là, la personne a besoin de quoi? Des compétences techniques liées à son métier. Si je voulais recruter un journaliste, il faut qu'il ait des compétences techniques en infographie, etc. Il a besoin des compétences soft skills, telles que la communication, la prise de parole en public, en sorte. Et aujourd'hui, aussi, l'autre compétence qui est incontournable, c'est la compétence numérique. Nous vivons dans un monde où on ne parle plus d'informatique. Bientôt, on ne parle plus de numérique, on parle d'intelligence artificielle. Donc, ce sont les compétences qu'il faut avoir. Donc, quand on dit maintenant l'adaptation, il faut que la personne puisse avoir 5 compétences pour pouvoir décrocher, garder, évoluer dans un emploi. Et là, à ce niveau aussi, le fonds de financement de la formation professionnelle a un rôle central à jouer. Oui, d'accord. Quels sont les mécanismes que votre fonds utilise pour la formation continue des agents avec les autres entreprises de l'État? En fait, le fonds de financement de la formation professionnelle et technique, souvent j'ai l'habitude de le dire pour les gens qui n'aiment pas les définitions trop longues, je dis c'est la banque de financement de la formation professionnelle et technique. Comme une banque, on va dans une banque, on trouve là-bas des guichets. Pareil pour TRAFPT. TRAFPT, nous avons 4 guichets. Le premier guichet, c'est GFDI, guichet de financement des demandeurs individuels. Donc c'est le guichet le plus connu parce que c'est le guichet qui finance la formation initiale des jeunes. Maintenant, nous avons le deuxième guichet, GFOP, guichet de financement des entreprises et des organisations professionnelles, sur lequel je vais revenir. C'est le guichet qui s'occupe de la formation continue des structures dont vous parlez tout à l'heure. Quatrième guichet, c'est le guichet de financement des établissements publics de formation. Donc pour accompagner tout ce qui est centre de formation, lycées qui sont reconnus, qui appartiennent au ministère. Et quatrième guichet, c'est le guichet d'assurance qualité. Maintenant, par rapport à votre question, comme je l'ai dit, le fonds de financement de la formation professionnelle et technique, la CFCE, contribution forfaitaire à la charge des employeurs, c'est l'argent qui vient du patronat. Donc en contrepartie, une partie leur revient dans le cadre du financement de leur plan de formation. Comme toutes les entreprises, des fois on les oblige à avoir un plan de formation continu, tout à fait normal, parce que quelqu'un peut être recruté sur la base d'un diplôme, sur la base d'une compétence, mais le monde évolue. Le monde évolue, la connaissance évolue. À un moment donné, il faut faire ces renforcements. Maintenant, pour toutes les entreprises de droit sénégalais qui sont ici, là, ces entreprises-là sont éligibles dans le guichet de financement des entreprises et des organisations professionnelles. Il suffit juste d'aller sur notre site internet, trafpt.sn. Il y a un onglet jaune où on dit demande de financement. Vous remplissez les critères et nous, en interne, on pourra le voir. Et là, on pourra accompagner toutes ces entreprises. Je saurais dire le nombre, mais presque toutes les entreprises de droit sénégalaises en bénéficient. Et puis, c'est un avantage pour eux. Souvent, une entreprise a un plan de formation qui peut coûter 20, 30 à 40 millions. Au lieu de prendre dans le budget de l'entreprise les 20 à 30 à 40 millions, on peut le soumettre au TRAFPT pour que le fonds de financement de la formation professionnelle puisse procéder au financement de ces entreprises. Maintenant, en contrepartie, si c'est bénéfique, ça nous permet, nous, d'avoir de bonnes relations avec ces entreprises-là, pour qu'en retour, qu'ils peuvent recruter les jeunes. Comme je l'ai dit souvent, moi, le seul indicateur de performance sur lequel je voudrais compter, c'est l'insertion. Même si le cœur de métier, c'est le financement, mais ce financement, c'est un investissement. Et lorsqu'on investit, on s'attend à un retour sur investissement. Et le retour sur investissement que moi je privilégie, c'est l'insertion des gens. Merci à vous, Dr Babo Amadouba, directeur général du 3FPT. Merci à vous, chers téléspectateurs. Rendez-vous bientôt dans d'autres entretiens de l'APS.